Bienvenue sur l'épisode 52 de Plein Potentiel. Merci à tout le monde qui a écouté le podcast durant la dernière année. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, j'ai réussi à maintenir le rythme de un épisode aux 2 semaines, ce qui fait qu'on atteint maintenant le 52e épisode. Donc, je suis très fier de ça, d'avoir maintenu ça là, pendant 2 ans. Et ça va continuer pour la 3e année. Donc, pour bien débuter 2021, j'aurais une petite demande aux gens qui écoutent le podcast. Si vous pouvez faire une évaluation sur l'application que vous utilisez pour écouter le podcast, ce serait super apprécié. Et si vous écoutez sur YouTube, soit vous abonner, soit de commenter la vidéo. C'est toujours bon pour la visibilité. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, je discute avec un collègue en psychologie sportive, Jean-Michel Pelletier, qui est psychologue sportif à Montréal. Donc, Jean-Michel, il a fait son essai doctoral sur la motivation. Donc, il connaît beaucoup ça. Il est spécialisé dans ce domaine-là. Il est en train, en fait, là, de développer une académie en ligne avec du contenu sur la préparation mentale. Ça va s'appeler Playful Academy. Donc, vous pouvez déjà aller suivre la page, là, je crois qu'il est sur les différents réseaux sociaux. Allez suivre ça. Et sinon, Jean-Michel, ce qu'il fait aussi, mis à part là, sa clientèle en psychologie, donc clientèle au niveau privé, il fait régulièrement des conférences où il va vouloir amener des concepts de psychologie sportive, mais via le jeu. Donc, justement, présentement, il est en train d'en faire une où on va apprendre des trucs ou des connaissances, en fait, sur la psychosportive dans un contexte de jeu d'évasion. Donc, c'est super intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Et sinon, au niveau de l'épisode, on a parlé de la façon dont Jean-Michel travaille là, avec ses clients. On a parlé énormément de motivation, comment optimiser ça. Je pense que c'est un sujet qui va être bien utile pour débuter l'année 2021. Sinon, Jean-Michel, il m'a parlé aussi d'une technique qui est le EMDR, où on va travailler la motivation, mais en allant travailler des trucs plus inconscients. Donc, c'est avec des mouvements oculaires, là, des mouvements des yeux. C'est une technique qui est beaucoup utilisée là, pour les gens qui ont des stress post-traumatiques. Mais lui, il va utiliser ça pour la motivation. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Sinon, on a parlé d'objectifs et de préparation mentale là, en général. Donc, un bon épisode pour débuter 2021, commencer l'année de façon motivée et vous fixer des objectifs élevés là, pour bien débuter. Alors, en terminant, je vous rappelle que je suis coach en psychologie du sport et justement, si vous voulez commencer 2021 de la bonne façon et amener vos performances à un autre niveau pour cette nouvelle année-là, écrivez-moi. Vous pouvez me rejoindre sur francislapointe.ca ou sur mes différents réseaux sociaux. J'offre des rencontres de coaching pour travailler la performance, travailler au niveau de la préparation mentale et optimiser la performance. J'offre 15 minutes, un appel téléphonique de 15 minutes gratuit si tu as des questions, si tu veux savoir comment ça fonctionne. Donc, totalement gratuit, donc profitez-en. Alors voilà, c'est tout pour cette intro. L'épisode 52 de Plein Potentiel débute dès maintenant. Bonne année à tous et bon épisode. Mais la première chose, je voulais te demander, je voulais savoir un peu, tu pratiques depuis combien de temps, puis avec quelle clientèle que tu pratiques principalement, là? Moi, j'ai commencé comme psychologue en 2016, mais ça fait à peine à peu près 2 ans que j'ai commencé vraiment à me positionner avec les athlètes. J'ai toujours eu des athlètes de 14, 15, 16 ans parce que ma clientèle, c'était beaucoup des ados au début. Fait que, tu sais, quand tu traites des ados, il y a des athlètes parmi les ados. Mais là, de plus en plus, je me spécialise vraiment dans le sport. Okay. Puis je m'intéresse, puis je vais me chercher de la formation. Fait que je te dirais que ça fait à peu près 2 ans là, que je m'intéresse beaucoup à la psychologie du sport. Fait que est-ce que tu fais encore un peu des deux, genre du clientèle générale plus clientèle sportive? De moins en moins, mais oui, parce que à cause de la pandémie en plus, tu sais, c'est comme si les athlètes, il y a moins d'investissement dans la psychologie du sport, de la préparation mentale, mais je te dirais, dès que ça va retourner, je pense pas faire beaucoup de clientèle en parenthèse normale, là, mais ça arrive toujours. Des fois, je travaille beaucoup avec la motivation au travail ou des choses comme ça là, qui est similaire et proche. Là. Ouais, OK.
Puis, ben, j'ai vu récemment, c'était pas dans mes questions, mais là, j'y ai pensé juste avant qu'on starte le Zoom. J'ai vu récemment que tu allais commencer à offrir un genre d'atelier qui mixe le escape room, là, Ah ouais. je cherche le nom en français, là, mais escape room avec la préparation mentale, c'est quoi ça exactement? Ah ben c'est un peu flyé, là. Ben, premièrement, c'est parce que j'adore le jeu. Tu sais, moi, je crois à deux choses là, pour apprendre le jeu puis le modèle, le mentoring. Fait que le jeu, pour moi, c'est vraiment important. Je trouve que ça manque dans l'éducation actuelle. Puis je dis pas que ce qu'on apprend en lisant ou les choses comme ça, c'est pas important, là. Ça fonctionne aussi, mais on devrait inclure plus le jeu et le mentoring, le mentor dans l'apprentissage à l'école ou dans les sports. Et j'aime beaucoup le jeu d'évasion. C'est des énigmes, genre tu te promènes de station en station, puis là, tu essaies de trouver des résoudre, c'est plus pas trouver, mais résoudre des énigmes, ou trouver des indices, dans le fond, pour résoudre des énigmes, avec des cadenas, tout ça. Puis je vivais tellement d'émotions, là, Francis. Tu sais, quand je faisais, je l'ai fait peut-être 2-3 fois, puis je me sentais nul. Un moment donné, j'étais dans mon état de flow, j'étais full dedans. Un moment donné, j'étais full fier de moi. Tu sais, j'avais trouvé une cassette des années 80 puis je connaissais toutes les tunes parce que tu sais, ça me rappelait mon ancienne vie parce que mon père était DJ. Mais tu sais, c'est juste pour te dire, des fois, la compétence de notre cerveau, nos connaissances sortent de nulle part. Puis tu sais, c'est super intéressant quand on joue d'activer ça. Fait que ce que je fais, dans le fond, c'est que j'utilise les escape rooms pour mettre les gens sous tension, sous pression. Il y a des gens qui vont aimer ça et des gens qui vont détester, mais ils vont être stressés. Ils sont en équipe. Et je vais probablement intégrer d'autres éléments, plus de préparation mentale, mais d'ici 1 an, 2 ans. Exemple, dans les stations, au lieu de résoudre une énigme, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens apprennent à faire la cohérence cardiaque. Okay. Respirer au bon rythme avant de passer à une autre station. Pour gagner un escape room, il faut que tu sois capable de te calmer. C'est le genre de truc flyé que j'essaie de créer là, pour que justement on apprenne la psychologie du sport de façon plus ludique. Puis parce que ça, ce que je me rends... Oui, excuse. Ouais, non, vas-y. Ben, c'est juste que ce que je me rends compte, c'est que quand on fait des exercices, tout ça, comme la méditation, la respiration, moi, je le propose évidemment, puis j'aime ça. Mais la plupart des athlètes abandonnent, gardent pas la routine, tout ça. Ouais. Puis moi, je pense qu'un des facteurs fondamentaux, c'est d'un, ils comprennent pas l'importance de ça nécessairement tant qu'ils l'ont pas vécu. Et en jouant ou en faisant des choses comme ça. Et aussi, ça devient un peu plate. Fait que quand c'est relativement le fun, ça devient un petit peu plus intéressant de comprendre la cohérence cardiaque dans un jeu. C'est ça, fait que ça leur fait vivre comme un effet semblable à une compétition, là, dans le fond. Là. Ben oui. Mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse-tu à des athlètes récréatifs principalement ou ça peut même être de haut niveau? Là? Ben, en fait, ça s'adresse à tout le monde qui veut savoir comment on gère la tension qui monte, que ce soit nous qui la créons, tu sais, je suis nul, l'autre est meilleur que moi, ou de la pression juste de performance. Là, je veux trouver l'énigme, puis c'est juste comment on gère ça. Puis des fois, on le sait, là, parce que j'ai du sport, le stress, c'est bon. Là. Moi, quand je vais dans l'escape room, je suis comme un peu stressé. Puis là, j'ai le goût de trouver les solutions. Par contre, à un moment donné, ça m'est arrivé 2-3 fois où j'étais comme... T'arrêtes de réfléchir, là, c'est comme... c'est trop, là. Mon sentiment d'impuissance est activé. Il y a un concept là, super cool que j'aime beaucoup, là, qui est le sentiment d'impuissance acquise. Mais après 4, 5, 6, 7 erreurs ou échecs, ben là, à un moment donné, je me décourage. Là, c'est là que je me donne des raisons. Je suis pareil comme les athlètes, dans le fond. Ah ouais, ben oui. Ben oui. Même chose pour moi, là, des concepts que je vois. La semaine passée, je parlais dans un podcast de motivation, mais moi aussi, genre, la motivation en ce moment avec le confinement, des fois, elle est basse, là, mais ces trucs-là, je les applique à moi-même aussi parce que j'en ai besoin, comme tout le monde. Là. Puis, mais mon autre question, c'était est-ce que ça starte bientôt? Est-ce que tu peux faire ça en ce moment? Parce que je sais que les jeux d'évasion, je pense, sont accessibles en ce moment. Ce qui a amené un peu des memes un peu sur Facebook. Il y en a qui rient un peu de ça. Là. Mais est-ce que tu peux faire ça là, live? Ben, en fait,
Oui, je peux faire des jeux virtuels. Je me suis associé avec une équipe qui fait des jeux d'évasion située en Ontario, mais elle fait des jeux français. Fait que c'est parfait, c'est vraiment cool. Là. C'est jeux d'évasion. On va là, on s'inscrit. Ça dure à peu près 30-40 minutes. Je peux ajuster le niveau d'effort, le niveau de difficulté, la durée. Puis je mets les gens dans un challenge. Tu sais, ça peut être même des entreprises, team building, tu sais, juste les gens qui s'ennuient, là, ils ne savent pas trop quoi faire là, pour retrouver l'équipe. Puis, Ouais, c'est vrai. mais moi, je le ferais aussi pour les jeunes athlètes. Là, tu sais, moi, je te dirais à partir de 12 à 30 ans, 12 et plus, là, ça s'adresse pas mal à tout le monde. Mais tu sais, quand je fais des escape rooms, pour certaines clientèles, que ce soit des athlètes de haut niveau ou des athlètes amateurs, peu importe, j'essaie d'adapter les choses selon l'âge, selon plein de choses, là, selon l'intérêt qu'ils ont, selon plein de choses, parce que le but, c'est d'avoir du plaisir. Là. Le but, c'est pas de faire les escape rooms les plus durs possibles pour les challenger. C'est vraiment qu'ils ressortent avec quelque chose des concepts de psychologie sportive qu'ils ont appris en jouant. OK, cool. Puis si on retourne un peu en arrière, c'est quoi qui t'a amené là, à t'intéresser à la psychosportive? T'as-tu un background sportif, toi? Ben, moi, je suis un joueur de hockey, mais moi, je suis pas un athlète de haut niveau. Là. Je le dis toujours, là, mais moi, je me levais le matin, j'avais mon frère jumeau, on jouait au tennis, on jouait au racquetball, on jouait au hockey, je jouais au hockey dans mon sous-sol, je jouais au hockey dehors. J'ai toujours été en mouvement. Puis, tu sais, je m'achète des rollers là à cause de toutes des contraintes. Tu sais, je me suis inscrit au ski. J'ai jamais fait de ski parce que là, je me dis, le ski, c'est pas mal la seule option que je vais avoir. Puis là, c'est comme le vélo de montagne que je me suis intéressé. Moi, si je suis pas en mouvement, je suis pas bien. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était naturel d'aller en psychologie du sport parce que j'ai toujours fait ça. J'ai fait un peu de compétition quand j'étais jeune, fait que je sais c'est quoi. Tu sais, moi, j'étais gardien de but, là, tu sais. Imagine, gardien de but, je dis toujours que ça forme n'importe quel psychologue parce que c'est tellement mental. C'est je pense que si j'avais été un joueur, je serais même pas psychologue sportif aujourd'hui. Tellement, quand j'étais gardien de but, j'étais quand même bon, mais j'ai tellement vécu d'injustice parce que j'étais tout petit, puis là, j'ai pas été sélectionné dans le camp parce que mettons, je faisais 2 blanchissages, j'étais pas pris. L'autre était pris, il s'était fait scorer 4 buts par game parce qu'il était grand. Parce que si c'était juste, tu sais, on dit, ben le gardien de but, il a arrêté les rondelles, on va le prendre. Non, non, ça marche pas de même. Tu sais, les sentiments d'injustice que on voit souvent dans les sports, là, en général. Là. Puis là, je suis pas en train de me plaindre de dire qu'il y a beaucoup de monde. Je pense qu'on en a tous déjà vécu. Là. Je sais pas si toi, Francis, tu as déjà vécu des injustices dans ton sport. Là. Ben moi, j'ai fait beaucoup de sports différents aussi, mais non, je peux pas vraiment identifier. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Mais c'est vrai que dans le hockey, il y a comme des critères qui sont qui sont en train de changer tranquillement, mais que oui, la grandeur, la grosseur, ça a longtemps été comme priorisé, mis de côté, puis on a priorisé comme vraiment la grosseur, la force. Les contacts aussi. Les contacts. Mais là, c'est en train de changer, mais aussi par rapport à ce que tu dis, là, c'est vrai que je pense que le gardien de but au hockey, c'est lui qui a le plus grand défi mental. Ouais. Ben, c'est parce que la pression est dessus, puis en plus, tu sais, des fois, on est deux. Tu sais, quand on fait rien, là, t'as-tu pensé à tout ce qui se passe dans notre tête quand on joue pas? Ouais, ben je dis souvent, moi, moi, en parlant des joueurs de tennis, je pense que c'est comme 70% de leur temps, ils jouent pas. Dans le sens qu'ils sont entre 2 points. Fait que, tu sais, ils sont en train de réfléchir. Puis, mais effectivement, gardien substitut, que ça peut être 100% de son temps là, durant une game. Imagine si tu as la pensée, j'aimerais ça que mon équipe se fasse scorer des buts pour que j'aille jouer. Puis là, tu te sens mal, puis là, ça te joue dans la tête, puis là, il peut y avoir plein d'émotions. Mais c'est absurde, hein? À vous. Il n'y a pas beaucoup de sports que tu peux vivre, avoir une telle pensée. J'aimerais ça que mon équipe perd pour que moi, j'aille jouer. Oui, c'est vrai. Ben, les sports que c'est ça, il y a un côté un peu plus, il y a des joueurs substituts. On peut penser peut-être ben, je sais pas, au basket, tu sais, des fois, peut-être ça peut arriver aussi qu'ils ont cette pensée-là. Je sais pas. Le corps arrière ou des trucs vraiment spécifiques, là, ou des. Ça, ouais. Exact. Mais même à ça, c'est juste pour nommer que ces pensées-là, évidemment, sont contre-productives. Ouais. Mais ils sont réels. On ne peut pas dire arrête de penser à ça. Ils viennent.
Ben, puis c'est normal, là, c'est humain, là, tu veux jouer, tu es dans un sport, tu sais, t'es là, puis faut que tu acceptes ton rôle, mais en même temps, c'est normal d'avoir ces pensées-là, je pense. Là. Ben, Puis, fait que tu es quelqu'un de sportif, tu as vu l'impact aussi du mental en étant un athlète toi-même. Mais sinon, ça a été un premier choix pour toi, la psycho? ouais, ben, je sais pas trop pourquoi, là, mais moi, je me suis toujours intéressé à comment l'humain réfléchissait, puis comment la boîte crânienne fonctionnait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu mêlé dans les approches et tout ça, là. Fait que, tu sais, je savais pas trop où ce que je m'en allais, mais je savais que j'aimais la psychologie. Puis surtout, tous les enjeux de motivation. Tu sais, j'aimais même le marketing, là, comment influencer les choses, puis comment... Fait que j'ai toujours aimé les techniques d'influence, puis je me suis intéressé rapidement à tout ce qui était motivation autodéterminée. Au début de mon bac, tu sais, mes 3, 4 gros travaux d'équipe, c'était toujours sur la motivation puis sur le MDR. Okay. Fait que tu as fait le tour, là. Ouais, c'est ça. Tu connais tout de ça, là. C'est ça qu'on se parlait avant, là, que tu pouvais comme parler d'autres choses aussi parce que tu en parles tout le temps. Mais non seulement tu en parles régulièrement, mais tu as fait ta thèse là-dessus. Fait que j'imagine que moi, je suis en train de terminer ma thèse, puis je te dirais qu'après, j'ai pas tant le goût de parler de tout ce que j'ai fait durant ma thèse, là. J'ai comme le goût d'aller vers d'autres horizons. Mais on va en parler un peu quand même, mais parce que tu m'as apporté comme une nouvelle approche qui est intéressante, qui est, ben, que tu viens de nommer, là, EMDR, c'est ça? EMDR. EMDR? Ouais. OK. Mais c'est ça, parle-moi un peu de cette technique-là pour travailler la motivation, comment ça peut marcher. Ben, c'est que d'abord, la motivation autodéterminée, là, je sais pas si vous avez lu un peu, la motivation autodéterminée, c'est 3 besoins fondamentaux. Tu as le sentiment de compétence, le sentiment d'appartenance, de connexion sociale et le sentiment d'autonomie, la possibilité d'avoir des choix en cohérence avec ses valeurs. En d'autres mots, quand tu es bon dans ton sport, tu as des amis, tu t'entends bien avec ton coach, puis en plus, ben, je sais pas moi, Tu sens que tu peux prendre tes propres choix par rapport à ton entraînement ou whatever. Là, tu te sens c'est autonome là-dedans. Là. c'est ça, c'est toi qui as choisi ton sport, c'est toi qui aimes ça, puis tu as toujours rêvé d'être joueur de hockey ou joueur de tennis, peu importe. Ben, c'est sûr que la motivation va être élevée. Mais il suffit d'un des facteurs qui peut bloquer, se sentir rejeté. Faire quelque chose qu'on n'aime pas longtemps de façon répétitive. Il y a plein de choses qui peuvent venir affecter la motivation. Puis le MDR, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde attentivement comment on traite un MDR, on va à l'inverse de ces 3 besoins-là. OK. Ah ouais. Ouais, ben en fait, quelqu'un qui se sent contrôlé, quelqu'un qui s'est senti rejeté, humilié, tous des mots intenses, mais on va appeler légèrement traumatique. Humilié, ça marque l'esprit. Là. Si tu étais en secondaire 1 puis tu avais 12 ans puis tu n'avais pas beaucoup d'amis puis les jeunes des joueurs de hockey riaient de toi quand tu avais 12 ans parce que je sais pas trop quoi, ben c'est sûr que tu restes marqué. Ou ben non, un père qui met beaucoup, beaucoup de pression. Aussitôt que tu fais une erreur, ben là, tu comprends que tu as un regard des approbateurs, puis des fois, même dans l'auto, là, hey, mauvaise performance aujourd'hui. Mais ça marque l'esprit. C'est l'inverse du sentiment d'autonomie. Hein? C'est le père qui contrôle émotionnellement. Fait qu'on s'intéresse à l'inverse. OK. Les éléments plus négatifs. Puis on va voir dans le parcours des athlètes, c'est quoi qui a bloqué ou c'est quoi qui a marqué l'esprit. Des fois, ça peut être vraiment, j'avais 14 ans, j'étais dans une compétition, tout le monde pensait que j'allais gagner, j'étais un des espoirs de ma région, de ma ville, tout le monde parlait de moi, puis j'ai fini 10e, puis j'étais supposé de finir le premier. Ben ça marque l'esprit. Ça peut micro-traumatiser. Puis là, on s'entend, là, quand je parle de trauma, je parle pas d'un viol ou des gens qui sont allés à la guerre puis tout ça, parce que le MDR, au départ, c'était pour les gens qui avaient des gros traumas. Là. On appelle ça des traumas complexes. Là. Les gens qui arrivent de la guerre, ils ont vu du monde mourir, ils ont manqué mourir. Moi, je m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse aux athlètes. Les athlètes ont peut-être pas vécu des traumas complexes puis aussi intenses, mais ils ont vécu des petits traumas. Un exemple de petit trauma, ça peut être ton premier exposé oral, tu t'es mis à parler, puis le monde on rit de toi. Ça peut être un micro-trauma. Ah oui, ça peut marquer. Là. Quand on va
dans l'adolescence ou dans l'enfance, on va capter des éléments qui viennent impacter ta performance du présent. C'est vraiment intéressant parce que là, des fois, les jeunes ont « je suis nul, j'aurais pas dû faire ça ». Ben, ces pensées-là, souvent... Il y a une raison. Oui, ils viennent d'un certain souvenir ou certains patterns familiales. Mm-hmm. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est plus le côté psy, le côté psychologue, là, c'est-à-dire de partir de l'adolescence, l'enfance, pour vraiment aller faire un peu du nettoyage pour augmenter la performance. On va un peu plus aller dans le passé pour avoir un résultat qui va être plus durable, peut-être, justement. Puis peut-être que, probablement que c'est ça, ces trucs du passé-là influencent la personne sans qu'elle en ait conscience. Puis là, tu la ramènes à ça, puis est-ce que tu la fais comme revivre? Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que EMDR, c'est les mouvements des yeux, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Peux-tu m'expliquer d'abord comment ça fonctionne? Là, Le EMDR, c'est en anglais « eyes movement », on fait des mouvements oculaires. Moi, je me focus pas trop là-dessus, mais c'est des sons ou les mouvements des yeux qui vont de droite à gauche. Quand on fait de l'imagerie, lorsque les mouvements oculaires vont de droite à gauche, ça l'aiderait à la digestion émotionnelle, puis ça l'aiderait aussi à pas trop devenir comme en immersion totale dans le souvenir traumatique. Mm-hmm. Parce que vu qu'il y a un son droite-gauche, tu es à la fois dans le présent puis à la fois dans ton passé. Ça l'aiderait à pas rester, comme entre guillemets, envahi par ton souvenir traumatique. Parce qu'évidemment, si on fait de la TCC plus classique, puis je dis pas que ça fonctionne pas parce que j'en fais, là, mais si on s'expose directement au souvenir traumatique, ben des fois, ça peut être un peu plus marquant ou plus traumatisant, puis la personne pour ça d'ici, tandis que quand il y a un son ou les mouvements oculaires, ben non seulement ça aide à la digestion émotionnelle, puis ça aide à l'imagerie, mais en plus, c'est ça, ça permet de rester en contact. On appelle ça l'attention double, c'est que ton attention est à la fois dans ton souvenir puis à la fois dans un son qui est dans le présent. OK, ah ouais, OK, cool, c'est intéressant. Fait que concrètement, tu as quelqu'un en avant de toi, tu fais ça, tu as des stimuli. Qu'est-ce que tu fais pour l'amener genre à trouver cette situation-là qui peut être traumatique, là, un petit trauma du passé? Comment tu l'amènes là? Ben, en fait, on commence par le motif de départ. La personne vient, a dit Jean-Michel, quand j'arrive sur le bord de la bande, je deviens hyper contracté. Je suis un joueur de hockey. Quand je fais du patinage artistique, tel saut en hauteur, je suis capable. J'ai toujours été capable de faire deux, je ne sais pas comment ils appellent ça, les vrilles. Mais là, après une, je bloque. Bon, on commence par le blocage. Tu as été capable, mais là, tu n'es plus capable. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, un joueur de hockey qui n'est plus capable d'aller sur le bord de la bande, puis il se contracte, ben, c'est dangereux, tu comprends? Parce que là, s'il se contracte, il n'est plus détendu, il n'est plus dans le game, il est juste comme en défense. Au début, là, la première fois d'une blessure, c'est correct, là, mais après 6 mois, c'est problématique. Fait en gros, je m'intéresse à ça. Souvent, évidemment, c'est lié à un choc. Des fois, ça peut être une blessure ou quelque chose. Bon, mettons qu'on prend l'exemple du joueur de hockey, ben, ça peut être une blessure. Mais là, on s'intéresse à ça. Évidemment, on va s'intéresser au souvenir de la blessure, mais on va s'intéresser aussi à ce qui s'est dit dans sa tête lors de la blessure. Il va nous donner aussi des indices sur d'autres souvenirs du passé qui sont reliés, parce que souvent, sont la plupart du temps interreliés. Parce qu'un être humain, il y a une personnalité, puis il y a des enjeux ou il y a des triggers qui reviennent. Ben, se sentir nul, ben, c'est pas tout le monde qui se sent inférieur. Okay? Ben, si tu te sens inférieur, tu as plus de chances, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais de te sentir inférieur à 22 ans. Quand tu vis un stress ou une détresse. Fait que, on part du blocage, puis on s'intéresse à la croyance qui a été intégrée là, fusionnée au souvenir. Je suis nul, c'est de ma faute, j'aurais pas dû prendre la POC à ce moment-là. Les regrets, là, mais ça, ça peut être lié à des traumas. Fait que la personne elle peut revivre un peu cet état-là à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation semblable. Ou même pire, chaque fois qu'elle doit prendre une décision à haut risque. OK. Ça peut même s'étendre à d'autres situations. Oui, parce que le cerveau, en micro-trauma, va généraliser.
C'est pour ça qu'on va voir des athlètes, ils disent, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il est en léthargie, puis là, ça va pas bien, puis là, ça s'étend un peu partout. Il est juste plus capable de prendre des décisions. Fait que là, le fait de revivre ce moment-là avec des stimuli qui le ramènent dans le présent, après, qu'est-ce qui peut se passer avec ça? Comment que ça se vit? Je ne sais pas comment le décrire, mais... Ben, je vais pas trop focuser sur les mouvements bilatéraux parce que pour moi, c'est plus comme un truc technique. Mais tu sais, en gros, c'est qu'on part du blocage, on va identifier dans le corps qu'est-ce qui se passe, dans la tête qu'est-ce qui se passe. La même chose que TCC, là. C'est quoi ta croyance limitative? J'ai pas le contrôle de ma vie. Ma vie, c'est de la merde, n'importe quoi. On prend l'émotion, la pensée, on prend l'émotion, j'ai honte ou tout ça. Puis là, on va dans le passé. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti que tu n'avais pas le contrôle? Puis tu avais honte. Fait en gros, c'est aider la personne à prendre conscience de ça. Puis ça peut l'aider après ça dans sa performance que, OK, là, j'ai pris conscience, un peu comme une thérapie, là, le fait de parler au psychologue, de faire des liens entre des choses, là, ça va t'aider, puis tranquillement, tu vas régler ça. C'est un peu la même chose. Puis ça se passe plus au niveau inconscient, parce que justement, comme le blocage est inconscient, on va chercher dans ton souvenir qu'est-ce qui a créé ce pattern-là. Puis je pourrais donner un exemple. Là, j'avais une athlète d'escalade, a été blessée, puis là, elle est tombée à terre. Puis là, évidemment, elle avait une blessure à la cheville, puis tout ça. Puis là, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête pendant ce trauma-là, ce micro-trauma-là de blessure? Qu'est-ce qu'elle a pu se dire? Ouais. Moi, je fais de l'escalade, justement. Là, fait que je sais que ça m'est déjà arrivé, justement. Ce que je me suis dit, c'est... je peux me dire, je me suis mis à risque, j'aurais dû me placer différemment, j'aurais dû prévenir ça. Mais toi, tu vois, t'es dans le regret, la performance. Mm-hmm. Ça pourrait être ça. OK? Puis là, on pourrait dire, mais non, inquiète-toi pas, hein, tu sais, si on l'aiderait comme, mais non, inquiète-toi pas, c'est pas de ta faute, bon, genre de truc de coach. Mais là, l'athlète, là, je la traite, puis là, je la fais monter, puis là, je vois où ce qu'elle bloque, puis là, je la refais descendre. Elle dit, je dis, à quoi tu pensais, puis tout ça. Elle dit, là, je suis pas capable, là, je sais pas trop. Puis là, je dis, tu sais, c'est quoi la pensée qui t'envahit? Tu vas voir, c'est surprenant. OK. Parce que la plupart des gens, si elle est en haut puis elle bloque, elle est en escalade, elle a peur de... tomber. Oui. Fait que là, toutes nos interventions, non, inquiète-toi pas, t'as pas peur, t'es attaché. Fait que là, tu sais, on essaie de l'aider. Mais savez-vous, c'est quoi sa vraie peur? C'est quoi? Elle a peur d'être vulnérable devant les autres. OK. T'essaieras de deviner ça chez un être humain, toi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quoi qui peut arriver en escalade où ce qu'on va éviter les voies ou les blocs qu'on sait qu'on va échouer. Fait que moi, je pense que ça m'arrive aussi d'avoir cette peur-là, puis c'est d'en prendre conscience, en fait, puis de me dire, crime, je veux pas aller faire cette voie-là parce que je le sais que je risque de pas l'avoir aujourd'hui parce qu'elle est trop difficile pour moi, mais il faut que je la fasse. Puis à force de la travailler, je vais l'avoir. Mais c'est vrai qu'il y a comme une crainte d'être vulnérable. Parce que c'est ça, l'escalade, il y a tout le temps un public, là, il y a tout le temps des gens qui nous regardent. Là. Mais le point encore plus important, parce qu'effectivement, il y a tout le temps du monde qui nous regarde en escalade, ça fait partie du sport, mais le point le plus important, c'est qu'on ne peut pas deviner qu'est-ce que l'être humain. C'est que, puis, tu sais, toi, c'était plus des regrets, c'était très attribution interne, c'est de ma faute. Elle, c'était beaucoup à l'extérieur, qu'est-ce que les autres vont dire. Fait que le regard, fait que, tu sais, si j'avais un plan de traitement pour une athlète d'escalade de ce type-là, je saurais quoi faire pour, premièrement, commencer en enlevant du monde, en venant le matin, par exemple, très tôt le matin. Ouais. Fait que, mais si tu le demandes pas, c'est presque impossible que tu trouves vraiment la pensée bloquée. Mm-hmm. Parce que c'est très personnel à chaque athlète puis à son histoire. Ouais. Puis même si c'était la peur, la peur, c'est très large. Là. Ça peut être plus précisé. Il faut que tu le demandes. C'est quoi ta peur? C'est-tu la peur de te faire mal, blesser? Ça peut être la peur de tomber, mais sans se faire mal, juste de tomber et d'échouer. Il y a plusieurs peurs. Là. Mais exactement. Fait que si tu es un devin ou tu fais de la télépathie, OK, là, tu es capable d'aller chercher, mais je connais pas à l'heure actuelle quelqu'un qui est capable de deviner la vraie subtilité de la peur de l'autre.
C'est presque impossible, à part si on le demande. Puis, tu sais, étant donné que sa croyance qui vient automatiquement, c'est quelque chose en lien avec la vulnérabilité sociale, naturellement, tu sais, en tant qu'ici, je vais dire « Oh! » Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, à l'adolescence, hein, souvent 12, 13, 14 ans, anxiété sociale, intimidation, hein? Puis évidemment, hein? Je parlerai pas de l'athlète, mais hein, c'est... Ouais, c'est clair que... interrelié, puis là, tu sais, avoir un lien, là. Il y a des choses, parce que, tu sais, si c'est ça qui vient de façon automatique à 22 ans, ben c'est sûr qu'il s'est passé de quoi dans l'adolescence. Quelqu'un qui n'a pas été intimidé dans l'adolescence n'aura pas nécessairement cette pensée-là à 22 ans. Il va peut-être en avoir d'autres, mais pas celle-là. Ouais. Fait que ça donne un exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop focuser sur les mouvements bilatéraux, ça mélange les gens. Là. Puis je le dis, là, actuellement, on est en train de faire des études sur c'est les mouvements oculaires, les mouvements bilatéraux, les sons, les choses comme ça. Fait que sur le plan scientifique, le MDR est validé comme technique, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ouf! C'est ça. On est encore dans un gros point d'interrogation. On le sait de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose qui est sujet de débat. Là. Ben, c'est ça, c'est comme pas intuitif, là, comme le fait que tu bouges tes yeux va avoir un effet. Là, on voit qu'il y a de quoi qui se passe, mais c'est dur à dire pourquoi. Là. Ben, c'est ça. Ben, les études sont en train de le vérifier, mais le MDR, c'est quand même une technique qui est approuvée et que les psychologues, les médecins peuvent utiliser. Là. Fait que, surtout pour les traumas complexes, comme j'ai dit. Là. Mais moi, je l'utilise de plus en plus, puis je veux me positionner comme ça là, pour les athlètes. Quand un athlète bloque, ben j'aimerais ça. C'est ce que je veux faire dans la vie. Ce serait comme ta méthode à toi là, que tu utilises. Oui, il y a beaucoup de préparateurs mentaux là, qui vont travailler la performance. Puis moi, je suis capable de faire cette préparation mentale-là. Mais ce que j'aime encore plus, c'est quand il y a un blocage, quand toutes les choses, quand les gens ont essayé plein de choses puis ça ne marche pas, ben qu'ils viennent me voir puis je vais les aider. Parce que les psychologues, on est formés pour aller dans l'adolescence, dans l'enfance. Puis dans le passé. Là. Dans le passé, puis les autres intervenants, puis c'est pas qu'ils sont pas bons ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas nécessairement le droit de les traiter, ces choses. Non, c'est ça. Puis, tu parles d'athlètes d'escalade. Je sais que tu fais aussi des conférences en tout cas, tu en as fait dans le passé, là, dans des milieux d'escalade. Tu fais-tu de l'escalade, toi, ou c'est... Ben pour le fun, j'essaie. Puis là, tu vois, c'est ça. J'aime beaucoup le milieu. Okay? Je trouve que c'est un sport super challengeant et qui met au défi. Ouais. Fait que, parce que j'ai travaillé avec le centre qui s'appelle Aléop. Ouais. Puis qui est un centre d'escalade. J'ai travaillé avec une équipe élite. Puis je travaillais avec les parents, tout ça. C'est avec les parents que j'ai fait l'escape room. Puis on a travaillé en psychologie du sport. Puis évidemment, ça a été arrêté parce que c'était 2 semaines avant la pandémie. Mais je pense qu'en escalade, c'est parce que par définition, l'escalade est un casse-tête, est une énigme. Okay? Quand on voit une voie, c'est une énigme. C'est pour ça qu'il y a escape room, tout ça, je trouvais ça parfait. L'espace d'un c'est vraiment beau. Puis moi, je m'intéresse de plus en plus à ce sport-là parce que je trouve l'ambiance. Mais moi, c'est plus sur le plan amateur. Mais j'aime ça me challenger avec l'escalade parce que je trouve que c'est un beau sport t'es toujours tu peux toujours monter plus haut, puis c'est psychologique. Là. Pas nécessairement plus haut, mais ça peut toujours être plus complexe. Tu peux ajuster le niveau de défi. Je trouve que c'est un beau sport pour se mettre au défi, puis pour les ados, puis tout ça, je trouve que c'est un sport en émergence, mais qui mérite d'être vraiment, vraiment parlé, puis parce que pour les jeunes, pour la confiance en soi, puis socialiser. C'est ça. T'en fais, toi, là? C'est super bon pour le style de soi, puis tout. Là. Ben, c'est ça, puis tu dis que par définition, c'est de la résolution de... Ben, c'est pas ça que tu as dit, là, mais nous, on appelle ça des problèmes quand on fait de l'escalade. C'est quoi ton nouveau problème? C'est quoi ton nouveau projet? Mais c'est ça, c'est de résoudre comme le bon chemin pour toi, puis aussi le chemin que tu vas prendre ne sera pas nécessairement celui d'un autre. Puis je trouve ça super intéressant. Là. Puis t'en fais vraiment occasionnellement ou t'en fais régulièrement? Occasionnellement, là, surtout en temps de pandémie. Là. Je suis plus. Là, je focus sur le ski ces temps-ci. Là, quand ça va commencer. Là, c'est l'hiver est commencé. Ceux qui vont écouter le podcast, peut-être en été, ça n'aura pas rapport. Là. Mais vélo de montagne à cause de la pandémie, puis ski. Puis aussitôt que la pandémie est terminée, possiblement, je vais en faire un peu plus là, d'escalade. Je voulais parler un peu de ton sujet de recherche à l'UQTR. Oui. Ben, on a parlé tantôt que c'était sur la théorie de l'autodétermination.
Peux-tu détailler un peu plus là, sur quel sujet tu t'intéressais par rapport à ça, puis les résultats que tu as obtenus peut-être aussi? Ben, ma thèse doctorale était vraiment sur les gens sédentaires, moins chez les athlètes, mais c'est quand même intéressant parce que actuellement, il y a beaucoup de gens, des athlètes et des gens qui deviennent de plus en plus sédentaires. Donc, on écoute Netflix, on joue aux jeux vidéo. Même les athlètes, là, écoute, j'ai vois, là, j'ai traite, fait qu'il y a beaucoup plus de comportements sédentaires qu'avant. Il y a une diminution du temps d'activité physique là, pour tout le monde. Oui. Puis moi, je me promenais dans les gyms. Moi, comme je t'ai dit, moi, je suis motivé naturellement par le sport. Fait que ça s'adressait moins à moi, mais je comprenais pas pourquoi les kinésiologues ou les coachs, quand ils intervenaient, c'est souvent très structuré, protocolaire. Puis je dis pas que toutes les kines sont comme ça, c'est pas ça, là, mais il manquait de jeu, il manquait de joie. Tu sais, le programme, là, 3 répétitions, lève la main. Moi, le perso, je trouve ça plate. OK? Fait que je me disais, je dois pas être le seul à trouver ça ennuyant. Fait que c'est le genre de pensée que j'avais. Puis, en gros, avec la théorie de la motivation autodéterminée, ben, c'est sûr qu'on a 3 paramètres, mais le plaisir est vraiment fondamental. Si un être humain aime pas le sport ou l'activité, il le fera pas après 2-3 mois, à moins d'être une exception sur le plan de la personnalité. On appelle ça les personnalités plus structurées, consciencieuses ou whatever, ou qui vont se lever puis ils vont faire. Et même là, il y a du plaisir. Non, c'est ça. Et moi, je voyais, je dis, des coachs là, avec des gens qui ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas fait de sport, puis là, c'était dur. Tu sais, dans leur visage, là, aucun plaisir. Il y avait honte d'eux. Ils ne fitaient pas dans le gym. Tu sais, quand tu dis là, tous les paramètres pour que la personne, dans 3 semaines, elle soit... Ça peut être aussi niaiseux que l'habillement. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de sport, comment je m'habille, là? Là, ça a l'air d'une question banale, superficielle, mais ce n'est pas superficiel. C'est loin d'être superficiel. Parce que quand tu te sens pas bien, ben, ta motivation va shut down. Fait que je m'intéressais à plein de facteurs comme ça chez les gens sédentaires. Puis en gros, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand ils font une activité, comme je parlais en motivation autodéterminée, quand tu aimes l'activité, quand tu te sens compétent, parce que le niveau de défi, ajuster le niveau de défi à la personne, c'est un défi constant, là. Puis ça, beaucoup de gens ont de la misère à se mettre à la place des débutants. Fait que est-ce que les entraînements sont trop difficiles? C'est ça que tu veux dire? Le défi trop facile. Ou trop facile, OK. Un des deux. C'est pas très motivant parce que, bon, ben c'est facile, puis j'ai pas de fun, puis exactement. Ça me challenge pas. Ou c'est pas adapté à moi, c'est très difficile, c'est un entraînement de bodybuilding quasiment. Mais oui, c'est ça, c'est un ancien bodybuilder, puis là, c'est un coach, puis là, il est dans son gym, puis là, il dit, je vais te donner un protocole, tu vas voir, tu vas faire des muscles. La personne qui a 20 ans qui a fait de l'activité physique, elle est comme... Avec des exercices faut que tu fasses 3 fois, faut que tu te dépasses, puis là, la personne, c'est pas que c'est grave ce que le coach dit, mais c'est que c'est pas adapté à son niveau, puis la probabilité qu'elle se démotive est très élevée. Fait que toi, ce que tu as vu, c'est principalement, c'était au niveau... est-ce que tu regardais les variables qui étaient le plus importantes, justement, pour retourner à l'activité physique? Oui, bien en fait, tu as la motivation autodéterminée, tu as le sentiment de compétence. Moi, ma variable pour le sentiment de compétence, je l'ai appelé sentiment d'efficacité de Bandura. Là, OK, ouais. Et on a ajouté les barrières. Tu avais un construit qui s'appelait le sentiment de compétence, d'efficacité en lien avec la barrière. Puis ça, c'est ce que j'ai appris le plus dans ma thèse. C'est que c'est bien beau, la motivation autodéterminée, tout ça, mais chaque sport, chaque style de groupe de personnes a ses barrières. Je te donne un exemple bien évident. Vous avez entre 50 et 60 ans, vous êtes dans un centre de cardiologie, vous avez toutes eu une crise de cœur. De quoi avez-vous peur quand vous entraînez? Une crise de cœur. Une crise de cœur. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour adapter nos interventions en lien avec cette part-là? Pour moi, c'est une évidence, mais vous comprenez que le jeune de 14 ans n'aura pas peur de faire une crise de cœur, mais il va avoir peur de se faire juger par ses amis. Fait que moi, ce que je trouvais cool, c'est vraiment d'adapter les interventions en lien avec la barrière de la population. Puis, chez les gens sédentaires, ben, c'était beaucoup plus le côté stimulation
que je voyais, là, les barrières, est-ce que c'est le fun, est-ce que le moins de résistance possible, comme là, il fait plus froid, ben là, les gens sédentaires, aussitôt qu'il y a un inconfort, je reste dans mon divan, sans être dans le jugement, là, mais le cerveau humain, il est un peu comme ça. Là. Si tu as toujours été un peu plus sédentaire ou ça fait longtemps que tu es sédentaire, ben, le moindre petit inconfort devient comme... Fait que les barrières, ça peut être n'importe quoi. C'est la limite que la personne se met, dans le fond? Ben, les barrières, c'est ce qui va bloquer la motivation naturelle. L'empêche. Ce qui peut faire qu'à l'âge, dans le fond. Oui, ou ben, dans l'activation, parce que ce qu'on voit dans le sport, c'est vraiment particulier à d'autres trucs. C'est qu'un coup, tu es activé, d'habitude, ça va bien. Un coup, la personne est en train de marcher dehors, la probabilité qu'elle se démotive en cours de route est plutôt nulle ou faible. Je ne dirais pas nulle, faible. Ben, scientifique. C'est ça, elle peut peut-être faire moins que ce qu'elle avait prévu, mais... Au moins, elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais le moment de s'activer, de partir d'un état à un état je suis en mouvement, hein, de partir de la maison puis de se rendre... C'est ça, ce qu'on a vu dans les études, le plus difficile, c'est la partie en sport, l'activation. Moi, je joue au hockey, là. Je te dis, là, je suis tellement motivé qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour m'activer. Mais quand c'est pas le fun, mettons, jogger dehors, pour moi, j'ai pas de plaisir, fait que l'activation se fait beaucoup moins. Fait que moi, je m'intéresse beaucoup aux barrières de chaque population. OK, cool. Mais sont toutes différentes, je te dis, chez les filles, chez les garçons, chez les jeunes, les vieux, dans tel sport. T'sais, actuellement, dans la pandémie, là, je vous le dis, là, les barrières les plus fréquentes, c'est que là, en ce moment, on manque de plaisir. On a ce qu'on appelle une lassitude, une genre d'émotion, comme si on n'avait pas fait de sport pendant 10 ans. On a comme le démarrage se fait pas facilement. Là. Notre char, on l'a laissé parquer une couple de jours, puis il part pas. Là. Moi, je faisais la comparaison récemment avec des Sims, que nos niveaux dans les Sims, c'était comme, il faut que tu t'occupes de l'hygiène, il faut que tu t'occupes du divertissement, justement, peut-être le plaisir, ou en tout cas, puis en ce moment, on a beaucoup de jauges qui sont faibles, fait que c'est difficile, on manque de plein de trucs, fait que, ouais, pas facile. Mais on manque de ressourcement, de trucs qui nous font plaisir parce que beaucoup de choses qu'on aime nous ont été enlevées. C'est juste ça. Puis c'est tout à fait humain, là. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple clinique, peut-être qui provient de ton expérience, qui pourrait illustrer comment c'est important la préparation mentale pour optimiser la performance? Quand je parlais là, des enjeux de les croyances, tout ça, de bien identifier les croyances limitatives, c'est très aidant. Un exemple clinique que je pourrais donner, c'est beaucoup en lien avec le contrôle. Quand on arrive en pratique, quand on est dans notre entraînement, que tu sois en natation, que tu sois en hockey ou tout ça, souvent, c'est le coach qui va nous dire « Hey, fais ci, fais ça, enlève, pratique, sois plus comme ça. » Ils vont nous donner des conseils. Puis on aime ça, on apprend, on évolue. Quand on arrive en compétition, les mêmes commentaires « Fais ci, fais ça » ne sont pas perçus de la même façon. Fait que c'est super important d'exprimer aux gens qui sont autour de nos coachs, tout ça, notre besoin de soutien ou de contrôle dans la compétition versus la pratique, de bien scinder les deux, parce qu'en pratique, on a besoin d'évoluer, de se challenger, puis d'avoir des conseils. Puis en compétition, on a besoin d'avoir du contrôle dans notre environnement. Puis du contrôle dans notre environnement, c'est notre corps. Si tu es trop stressé, mettons, tu es à 110% au niveau de stress, le stress idéal, mettons, est à 100, puis là, tu es à 110, c'est sûr que tu es plus à risque de faire, je sais pas, des stress de panique, de faire des chokes ou des trucs comme ça. Fait que de bien comprendre comment on contrôle nos émotions, notre stress personnel, de comment on contrôle notre environnement social, puis d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Certaines choses, oui. Et là, le fait de contrôler ce qu'on peut contrôler, puis de laisser de côté ce qu'on peut pas... Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que la température de l'eau pour quelqu'un dans la natation ou l'aréna, j'aime pas cette aréna-là parce qu'il n'y a pas de... N'importe quoi, souvent, on va utiliser ça, puis ça vient nous affecter alors que c'est des éléments qui ne devraient pas nous affecter si on a une bonne préparation mentale. Une bonne préparation mentale, c'est simplement d'être vraiment conscient de qu'est-ce qui vient faire bousculer notre état de flow ou notre stress optimal.
pour avoir du contrôle sur notre performance. Ça, c'est un enjeu que tu nommes parce que c'est un enjeu qui revient régulièrement? Oui, mais en fait, dans mes trucs cliniques, là, la plupart des gens, quand ils arrivent en compétition, ils essayent de faire les mêmes trucs qu'ils faisaient en pratique. Puis là, ça ne fonctionne pas parce que le stress extérieur est vraiment plus élevé. Fait que souvent, en préparation mentale, moi, je les mets dans les situations. Tu sais, souvent, en imagerie, on dit, ben, imagine-toi la plus belle performance. Évidemment, je le fais, tu sais, la performance idéale. Mais là, je fais, imagine-toi la performance idéale. Et là, il y a quelqu'un qui te regarde puis te juge. Il y a quelqu'un qui rit de toi. La température de l'eau est froide. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, en fait, en imagerie, je leur mets des barrières. Puis je leur dis, démerde-toi. Puis je leur donne pas de conseils, là. Essaye, dans ton imagerie mentale, de te sortir puis de refocuser, même s'il y a eu cette barrière-là. Oh, t'es en train de nager, puis là, la personne que tu veux pas te voir dépasser te dépasse. C'est ton ennemi. Ouais. La personne qui est au même niveau, un peu plus en bas, mais qu'il peut te dépasser s'il est bien en forme. Là, il est en train de te dépasser. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, je le vois, moi, là, la roue qui tourne, mais là, il est en train de me dépasser, je suis moins bon que lui, qu'est-ce que les autres vont penser? Puis là, t'es déjà rendu à... T'es plus dans le game. Là. Non, c'est ça. Puis pourquoi tu fais ça exactement? C'est quoi l'objectif? En fait, c'est ça, c'est de pratiquer à vivre des problèmes, mais qui les surmontent avec leurs propres outils. Fait que ça leur donne un sentiment de contrôle, un sentiment d'efficacité. Fait que si ça se passe bien, il n'y en a pas de problème. Parce que justement, on a visualisé, on a fait de l'imagerie mentale pour les choses qui vont bien. Mais s'il y a de quoi qui arrive, on a déjà identifié les choses. Fait que quand ça arrive, on remet en place les stratégies qu'on a déjà pratiquées. Ce que je vois beaucoup en préparation mentale, qui est pour moi une certaine erreur, c'est qu'on focus trop sur la préparation mentale de performance parfaite. Mm-hmm. C'est comme... C'est qu'il y a des imprévus qui vont arriver. Là. C'est très rare, justement, que tu vas avoir les conditions idéales, les conditions optimales, qu'il n'y a rien là, qui va se passer comme tu ne voulais pas que ça se passe. Là. Ben là, imagine... Non, enlève le négatif. Là. Imagine-toi que... Fais juste du positif. Mais tu sais, en compétition, c'est pas vrai qu'il y a juste du positif. C'est pour ça que moi... Je le fais, la performance optimale, parce que c'est important. Hein? Tu mets une base, tu dis, ben ça, c'est ton saut optimal. Ça, c'est ta montée optimale. Ça, puis là, on le pratique dans ton cerveau. Mais là, ta montée optimale, il y a un vent qui arrive. Là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui rit de toi, il y a quelqu'un de meilleur. Parce que c'est ça, la compétition. Tu sais, ouais, OK, ben là, c'est 3-0 pour l'autre équipe. Qu'est-ce qu'on fait? T'es un gardien de but, comment tu restes dans le game? Parce que là, ça va arriver hein, dans ta compétition. Ouais. T'as bien beau dire prépare-toi, c'est un blanchissage, il n'y a rien qui va arriver. Mais non, c'est pas vrai. La compétition, ça se peut qu'il y ait des embûches, ça se peut qu'il y ait des barrières. Fait que l'objectif de ça, c'est-tu de les préparer à avoir des stratégies face à ces imprévus-là? De penser à qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais dans l'autre situation? Oui, moi j'appelle ça la psychologie positive, constructive, réaliste. C'est-à-dire, on se prépare mentalement pour justement faire face à l'adversité avec nos ressources, puis on y va. Là, ce que je te dis, en préparation mentale, ce que j'ai vu depuis des années, même dans les livres, on a tendance à faire de l'imagerie mentale ou de la visualisation pour vraiment visualiser la perfection. Ce qui n'est pas négatif en soi, mais problématique pour certaines personnalités puis certaines personnes, surtout les perfectionnistes, parce qu'aussitôt qu'il y a de quoi qui ne marche pas, ben là, il y a un stress qui monte. C'est là qui est bon. OK, cool. On parle de motivation. Mettons que je te demande, on est en pandémie mondiale, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir une motivation en ce moment? C'est quoi tes conseils? Motivation à faire du sport, mettons? Motivation, peu importe. Motivation en général. Là. Si il y a de quoi, tu avais des objectifs avant, puis là, tu as de la misère vraiment à réussir à te motiver pour atteindre ça. Là. Ben moi, je suis un peu plate là, parce que c'est rare que je suis un psy, là, j'ai rarement des trucs, mais je vais vous donner une méthode de réflexion. Je vais vous aider à apprendre à pêcher au lieu de que je vous donne un poisson. Là. Moi, j'utilise rendre plus autonome, là, dans le fond. Exactement. Tu vas dans le besoin d'autonomie. Tout à fait. J'essaie d'être cohérent avec ce que je dis. Moi, j'utilise l'approche qui est aux États-Unis, c'est bien populaire, là, ça s'appelle le design thinking. C'est une pensée design. Puis
je peux même te donner un exemple personnel en direct. La plante que je suis allé magasiner des plantes, puis je me suis mis, parce que moi, je sais que les plantes, ça m'aide à me calmer, j'aime visuellement, j'aime ça, je me sens mieux. Fait que si je me sens mieux dans mon environnement de télétravail, tu sais, je me suis installé, j'ai pas investi des milliers de dollars, là, peut-être, mettons qu'on dit un budget de 100 dollars pour m'aménager un espace de télétravail sympathique, le fun, où je me sens bien, où je suis fier de moi, où que ça représente mon image. Je suis debout en ce moment. Hein? Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais je ne suis pas assis. Moi, si je travaille assis, premièrement, je n'aurais pas le même entrain que j'ai là. Moi, je te l'ai dit au début, je suis un gars en mouvement. Je vais même bouger des fois dans une conférence ou dans un truc clinique. Fait que je m'installe pour que mon énergie soit optimale. Mais pour certaines personnes, il y en a qui adorent être assis, puis ils ont besoin d'une bonne chaise, exemple. Moi, ça ne me dérange pas, mais la première étape, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, je me suis posé la question, moi, j'aime les plantes. Je pourrais m'acheter des plantes. Je vais m'acheter des plantes. Tu sais, je sais que ça fait banal, mais ça, c'est moi. Achetez-vous pas des plantes. Ça se peut que c'est pas ça votre besoin. Ouais, première étape, c'est quoi que j'ai besoin? C'est quoi que j'aurais besoin? Après ça, on fait un brainstorm. Tu sais, ben, si j'ai besoin de nature, ça, c'est mon besoin. J'ai besoin de nature, moi. J'ai besoin de quelque chose de plus organique, naturel. Bon, ben là, je sors mes solutions. Ben, je pourrais aller acheter des plantes, je pourrais demander à mes amis je pourrais sortir plus souvent dehors, prendre des marches, je pourrais, les fins de semaine, aller dans le bois. J'ai besoin de nature. Là, je fais un brainstorm, puis après ça, on appelle ça la divergence, là, le brainstorm. Après ça, on fait de la convergence. Okay. Ben, au niveau du coût, de l'argent que j'ai, au niveau du temps que j'ai, qu'est-ce qui est réaliste? Elle est dans le bois tous les jours ou m'acheter une plante à 10$, mettons. Ouais. Okay. Bon, là, j'ai choisi la plante à 10$, et là, je l'ai mise en application. Je me suis mobilisé, je suis allé acheter une plante. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est tout plein d'étapes. Puis là, la plante est arrivée. Puis là, j'ai fait des bébés. Puis là, j'ai fait ce qu'on appelle des prototypes. Le prototype, ça, c'est mon premier. Là, après ça, je n'ai rajouté d'autres. Puis ça répondait à mon besoin. Puis là, j'étais fier de moi. Puis plus les semaines arrivent, plus je deviens optimal dans l'intégration des plantes dans mon environnement. Mais ça a été... Là, ça a l'air... Je vous dis, ça a l'air banal, là, mais apprendre à s'occuper des plantes, l'eau, tout ça, ça m'a pris un bon 2-3 semaines à lire là-dessus, à m'informer. Fait que ça a l'air, j'achète une plante, super basique, mais c'est vraiment plus complexe que ça en a l'air. Et ça m'aide à me motiver à faire des push-ups tantôt, après, parce que mon environnement est optimal, donc j'ai plus d'énergie. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être n'importe quoi. Fait que je comprends aussi là, qu'il y a un processus d'essai-erreur, là, mettons, là. Parce que tu as testé, mettons, tu es allé te chercher ta première plante, tu as regardé peut-être, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Finalement, c'est peut-être autre chose, mais toi, tu as réalisé que c'était ça. Fait qu'il y a peut-être de faire des tests, là, essayer des choses dans son environnement, faire des petites modifications, voir si ça marche. Il y a ça aussi là, qui est important. Là. Ben oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que si je me rappelle de mon processus, la première plante que j'ai achetée, c'était au 15e tailleur, puis elle était laite. C'était pas belle. Puis finalement, elle est morte, puis parce que je l'aimais pas. Là, c'est triste, parce que les gens disent « Oh, pourquoi t'as tué une plante? » Mais je l'aimais pas, puis là, finalement, je sais pas trop ce que j'ai fait avec, mais je l'aimais pas. Puis là, je m'en ai acheté d'autres, mais il a fallu comme je fasse une erreur au début. Pour apprendre, puis comprendre, puis tout ça. Puis là, de plus en plus, je deviens optimal, mais ça fait quasiment 9 mois là, qu'on est en pandémie. Là. Fait qu'il y a des choses que j'ai appris là, en 9 mois. Là. Ben oui. Mais je vous dis, là, mon point, c'est pas achetez-vous des plantes, c'est pas ça le point. Ça aurait pu être un truc, hein, achetez-vous une plante, vous allez... Non. Si ton besoin, c'est pas la nature, achète-toi pas une plante, là. Ben, c'est ça, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le fait qu'en ce moment, on est beaucoup à la maison, il y a des trucs à faire dans l'environnement, probablement pour améliorer la motivation. Puis, je lisais récemment là, que tu as beaucoup plus de chances de faire du vélo stationnaire s'il est sur le premier étage versus s'il est dans le sous-sol. Tu sais, ça aussi, c'est un exemple d'optimisation de l'environnement.
Mais j'aime full ton exemple parce que le fait que ce soit visuel, en anglais, on a Q, un indice visuel, ça augmente là, de vraiment beaucoup sur le plan scientifique la motivation. Puis je le sais moi aussi, là, j'ai pas un espace optimal, fait que je suis obligé de ranger les choses. Mais d'habitude, dans mon autre appartement que j'ai, tout est à, justement, les poids, tout est à terre, puis je m'entraîne vraiment plus souvent, effectivement. Parce que l'indice visuel, nous, les êtres humains, on est très visuels. Hein? Il y a plusieurs choses qui nous prouvent ça. Fait que quand on a un indice visuel, la motivation est naturelle. Puis c'est pas tant la motivation, tant que le rappel du comportement important à faire se fait. C'est comme, pour commencer, le fait que c'est là. Tu sais, déjà que ça nous tente plus ou moins de nous entraîner, puis je dis plus ou moins, là, parce que c'est comme, on veut, mais on veut pas. Je sais pas si vous comprenez l'esprit, là, c'est que en temps de pandémie, c'est comme un peu différent. Tu sais, d'habitude, quand je joue au hockey, j'ai pas ce problème-là, mais vu que je suis ambivalent, le fait que ça soit là, ça l'aide à l'activation. Parce que, comme là si j'ouvre le garde-robe, installe les affaires, déroule le tapis. T'ajoutes des étapes, là. C'est basic, mais c'est plus d'étapes que je fais des push-ups. Ben, c'est comme quelqu'un que son gym est sur le chemin du retour au travail versus s'il faut qu'il fasse un détour, là. J'avais une cliente, écoute, elle me dit « Je suis plus motivée comme avant. » Ah ouais, là, je pose des questions. Elle s'entraînait dans le milieu. Son gym est à, mettons, son travail est à 45 minutes, puis elle s'entraînait dans le milieu à peu près à 20 minutes. Fait que 20-20, c'est pas si pire, 20 minutes de travail. Mais là, pour X raisons, elle travaillait plus. Mais là, il fallait qu'elle aille s'entraîner à quasiment une demi-heure qui n'était pas sur son chemin. J'ai dit, mais là, c'est bien évident que ta motivation est de loin moins là. Il faut que tu trouves un gym vraiment à côté. Puis là, elle était comme, ah ben oui. Mais puis là, je suis plus dans la recommandation parce que pour moi, c'est une évidence. Là. C'est pas, tu sais, t'as pas besoin de passer par un chemin de processus. Puis, parce que là, la proximité, c'est une variable fondamentale de motivation. Ouais. Mais c'est ça, on pense pas nécessairement aux trucs tellement évidents de base qui sont très, c'est ça, de base, là, mais c'est tellement important, là. Sauf que c'est ça, puis en ce moment, c'est encore plus important de retourner comme à la base, j'ai l'impression, puis de faire des trucs qu'on aime, je sais pas, faire des exercices vraiment, comme tu disais tantôt, là, l'importance du plaisir qu'on a tellement moins, je pense que c'est essentiel, là. C'est des petits détails, des fois. Tu sais, je pourrais donner un autre exemple qui n'est pas personnel à moi, mais quelqu'un dit « j'ai besoin de lumière, c'est novembre, tout ça. » Mais tu sais, qu'est-ce que ça ferait, mettons, de mettre ton bureau devant la fenêtre? Là, sur le plan du design d'intérieur, ça serait lettre, mettons, là, pour X raison, parce que le divan serait à côté. Mais si c'est ça que tu as besoin. Ouais. Ben oui. J'ai un ami qui a fait ça, là. Il est en télétravail depuis le mois de septembre. Il était dos à la fenêtre dans le sous-sol. Il a changé son bureau de bord. Dos à la fenêtre et dans le sous-sol, c'est comme pas top. On pense pas des fois aux trucs plutôt simples, puis c'est pour ça que je vous ai donné un processus pour vous donner une façon de réfléchir de par vous-même. Oui, mais là, j'ai besoin de lumière, puis mon bureau est dans le sous-sol, caché, puis j'ai une fenêtre qui serait super belle en haut. Ouais. Mais j'aime ça aussi parce que, tu sais, c'est dur d'amener un truc général sur comment être motivé, là. Tu sais, en fait, ce que tu amènes, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas motivé? Puis de réfléchir à ça, d'enclencher peut-être une réflexion, là. T'sais, moi, j'aime ça l'approche des simples, ça vous donne une façon de penser, mais en gros, là, avoir du contrôle, choisir des sports qu'on aime, se sentir compétent, avoir un niveau de difficulté juste adapté et se sentir connecté. Des fois, il y a sur Facebook, il y a des gens qui disent on va s'entraîner ensemble, whatever. Et la proximité, l'accessibilité. La variable accessibilité. Donc, il y a 4 choses. 3 variables psychologiques, compétences, connexion, puis autonomie. Puis une variable environnementale qui est l'accessibilité. Proximité. Dans les études scientifiques, vous allez toujours voir ça. Puis il y a un autre facteur qui est dans les études qu'on voit souvent, c'est le comportement passé. C'est-à-dire, si tu as fait du sport avant, tu as plus de chances de faire du sport. Mais cette variable-là, comme elle vient du passé, souvent elle est enlevée dans les études pour ne pas faire de bruit. OK. C'est bien évident que si tu faisais du sport depuis 20 ans, tu as plus de chances de faire du sport après. Ouais. Mais c'est juste pour vous dire que la plupart des variables sont connues pour l'activité physique.
Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Là. Ouais. Ça fait à peu près 1 heure qu'on parle. Je voulais terminer peut-être en parlant de ton académie que tu m'as parlé, que tu es en train de mettre en place. Peux-tu m'en parler un peu plus? C'est Playful Academy, je pense. Ben oui, c'est ça, c'est une académie, tu sais, vous allez comprendre, le Playful, donc en français c'est espiègle, c'est particulier, mais c'est loin du mot, mais en gros c'est une école virtuelle ou une école qu'on va peut-être après la pandémie, tu sais, des conférences ou des ateliers, mais c'est toujours sous forme de jeu, puis on apprend. Tu sais, je vais expliquer des petites capsules de 10 minutes sur la préparation mentale, sur la psychologie du sport ou la motivation. Puis dans le fond, ça va être des cours d'à peu près 1 heure, mais avec un petit jeu, des défis ou des trucs comme ça, où qu'on apprend la psychologie du sport. Puis je vous donne, tu sais, je vais expliquer aussi des trucs là, sur le design thinking, des choses comme ça. Fait que je vais essayer de faire des formations en lien avec ce que je vous ai parlé aujourd'hui. C'est toujours des blocs d'à peu près 1 heure, mais directement en ligne, c'est virtuel. Fait que c'est quelque chose qui est en développement, mais c'est ça. Très cohérent, encore une fois, avec tout ce que tu fais et le côté apprendre par le plaisir, par le jeu, en fait. Là. Apprendre par le jeu, puis de vous accompagner aussi, parce que je crois beaucoup au mentoring. D'évoluer en psychologie, c'est aussi un accompagnement, un mentoring. Fait que c'est comme moi, scientifiquement, le jeu et le mentoring, l'exemple, le modèle, c'est 2 choses vraiment qui potentialisent de beaucoup l'apprentissage. Puis, tu sais-tu un peu le contenu que tu veux mettre pour l'instant? Justement, je vais beaucoup parler de motivation, mais je vais aussi parler aussi de l'intégration de nouveaux comportements. Si tu veux apprendre à faire un nouveau mouvement relativement complexe pour toi, là, je m'en vais sur une formation sur améliorer l'apprentissage d'un comportement, d'un mouvement. Plus technique. Okay. Puis on va utiliser des vidéos en slow motion, des athlètes, puis tout ça. Fait que, puis tes propres vidéos aussi, tu vas pouvoir regarder tes propres vidéos puis t'analyser aussi. Comparer avec l'athlète de haut niveau. C'est des exemples qu'on va travailler. Là. OK, cool. Ça fait le tour, man. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Puis sinon, les gens peuvent te suivre où en ce moment? Sur Facebook, vous pouvez taper Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif. Comme ça, vous allez me trouver directement. Puis sinon, vous pouvez aussi taper Académie Playful sur Internet ou le site web va être accessible dès janvier 2021. OK. Puis sinon, as-tu un autre site web perso, psychologue en ce moment? Ou... non, je reste sur Facebook, Jean-Michel Pelletier, psychologue. Allez-y, toutes mes coordonnées sont là. Puis je ne vous enverrai pas sur mon ancien site web parce que ça ne vaut pas la peine. Là. Il va être fermé au mois de janvier. Ouais, je suis tombé dessus la semaine passée. Fait que ça répond à ma question. Je n'étais pas sûr s'il était encore actif. C'est ça. J'étais en processus de tout changer sur mon site web là, parce que ça prend du temps, ces affaires-là. Tous les sites web, c'est pas ma compétence. Je laisse ça à d'autres personnes. C'est bien parfait. Merci beaucoup. Là. Merci.